retour sur le plateau de TV Finance pour notre interview éco du 26 janvier 2023. Et pour ce faire, je suis accompagné par Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pierre, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes économiste, prévisionniste et également président du cabinet économique et financier PrimeView. Pierre, quelles sont les thématiques, les thèmes à surveiller pour cet exercice 2023 ? Ils sont nombreux. Alors la vraie question, c'est est-ce que je vais plutôt les mettre en relation par rapport aux thématiques de l'année 2022. Est-ce que les thématiques de l'année 2022 sont définitivement derrière nous ou pas? Et finalement, on pourrait presque les résumer à deux sujets. Un, évidemment, la prime de risque géopolitique associée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors évidemment, celle-ci, elle perdure. Et donc, ceux qui peuvent vous dire, en fait, la manière dont tout ça évoluera, sont extrêmement doués. Donc, il faut les écouter. Bon, mais en tout cas, c'est pas notre cas. Donc là, naturellement, on a toujours, en fait, ce sujet, cette toile de fond des tensions sur les relations internationales qui peut interagir sur les marchés du jour au lendemain dans des directions, en fait, qui sont difficilement anticipables. Et puis, la deuxième thématique fondamentale, qui était essentiellement la thématique inflationniste l'année dernière, est-ce qu'elle sera aussi, en fait, la thématique de l'année 2023? On ne croit pas. Donc, véritablement, pour nous, en fait, on a acté la fin d'un certain nombre de thématiques, en tout cas 7 thématiques fondamentales l'année dernière, depuis d'ailleurs 3-4 mois, en vérité. Et les marchés et les investisseurs, d'ailleurs, sont presque soulagés parce que cette thématique est derrière nous. Celle de 2023, pour nous, elle est extrêmement claire. Elle vient plutôt de l'impact associé, finalement, de la caisse de résonance de 2022 sur 2023 et l'économie réelle. Et donc, la vraie thématique de 2023, c'est l'économie réelle. Et c'est notre capacité en tant qu'économie. Je rappelle que l'économie, c'est pas une science. L'économie, c'est pas autre chose que le reflet des agents qui sont dans une zone. Les agents, c'est qui? C'est les ménages d'une part, les entreprises d'autre part, et le troisième agent, c'est l'agent public qui s'appelle l'État. Et donc, est-ce que 2023, c'est comment vont réagir l'ensemble des agents? Donc, sur le front des ménages. Donc, est-ce que finalement, le choc de pouvoir d'achat l'année dernière va se traduire par des baisses de consommation et donc des niveaux de croissance qui seront plus qu'un ralentissement, une récession? Et le deuxième point, c'est évidemment quel impact ça va avoir sur les entreprises, sur la profitabilité des entreprises. Ça fait presque 10 ans maintenant qu'on est habitué à être toujours soutenu par la microéconomie. Aujourd'hui, on a quelques doutes. S'il y a ralentissement, s'il y a récession, encore plus s'il y a récession, il est illusoire d'imaginer que les entreprises peuvent en sortir totalement indemnes en termes de profitabilité, tension sur les marges, etc. Donc véritablement, cette année, c'est l'atterrissage économie réelle. L'année dernière, c'était presque une thématique financière, d'excès de valorisation initiale, augmentation des taux. Tout ça, c'était pas véritablement réel. L'année 2023, c'est l'année du réel. Alors, 2023, vous dites que c'est l'année du réel, mais quiconque pourrait prédire quelle sera l'issue du conflit en Ukraine serait quasiment un mage. Du coup, on a compris que la guerre en Ukraine était source d'inflation. Alors c'est l'inflation notamment sur les prix, l'inflation volatile, mais quand même ça a impacté l'économie réelle. Du coup, vous dites que c'est pas les thématiques centrales. Les marchés financiers anticipent une inflation à 2,5% aux États-Unis fin 2023 et à 4% en Europe. C'est le scénario que vous suivez également? J'ai oublié ma boule de cristal dans le coffre de la voiture, je suis désolé. Non, je plaisante. Mais tout ça pour dire que les ordres de grandeur sont pas illégitimes. 2,5 aux États-Unis, pourquoi? Parce qu'il y a un effet de base qui est extrêmement puissant, irrité de l'année dernière. Je dirais quand même qu'il y a une force déflationniste que les gens doivent avoir en tête. Les gens pensent que l'inflation de l'année dernière n'est due qu'à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est pas vrai. En réalité, c'était aussi en fait les conséquences de la gestion de la crise sanitaire, en fait, qu'il fallait complètement solder. Je rappelle qu'avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on avait déjà des tensions inflationnistes associées aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Ça paraît loin, ça fait qu'un an et demi, mais à l'époque, on parlait de quoi? On parlait de semi-conducteurs. On parlait d'engorgement des chaînes d'approvisionnement qui faisait que naturellement on avait de l'inflation. Ça, c'est quand même un élément très désinflationniste pour cette année. Toutes les chaînes d'approvisionnement sont totalement détendues. Il n'y a plus de sujet. Puisque aujourd'hui, la demande s'est totalement dégonflée, les capacités d'offres sont tout à fait en mesure en fait de les servir, donc ça c'est quand même un élément majeur. Tous les indicateurs conjoncturels sur ce plan, j'en donnerai qu'un finalement qui serait presque le prix du fret international. Le prix du fret international s'est littéralement effondré, on est passé de $5 500 à 750, 5500, 750 en un an et demi, 2 ans. Donc il faut vraiment avoir en tête que toutes les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial sont totalement détendues. Donc il n'y aura pas d'inflation de ce point de vue-là. Après, il restera l'inflation héritée du conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais est-ce que c'est véritablement de l'inflation? C'est pas tout à fait ça, c'est pour ça qu'on essaye de nuancer les choses. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, le fait qu'il faille reconstruire d'autres, pour le coup, chaînes d'approvisionnement d'un point de vue énergétique, ça pousse pas forcément à un environnement inflationniste, ça pousse simplement au fait qu'on devra s'adapter à avoir un prix plus élevé pour les matières concernées, pour les matières premières concernées. C'est pas tout à fait la même chose. C'est moins une problématique inflationniste qu'une problématique de compte de résultat des boîtes.
C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, vous êtes, je sais pas, vous faites de la charpente métallique, eh bien, jusqu'à maintenant, vos matières premières vous coûtaient par exemple 2%, ou votre énergie vous coûtait 2% de votre chiffre d'affaires. Eh bien, il faut avoir en tête que le 2% va devenir 3%. Et donc, comment vous faites pour gérer ce point de marge qui va être capté de manière structurelle par exemple, par l'énergie, en fait, alors qu'avant, elle ne vous captait que 2%. Donc, il va falloir rééquilibrer les modèles économiques et voir comment les entreprises peuvent supporter cette ponction sur les marges de l'augmentation. Mais je dis bien, l'inflation, c'est quoi? C'est 5% par an, tous les ans. C'est là où on n'est pas du tout d'accord avec ce sujet-là. On dit simplement que les prix des matières premières montent, elles se sont installées à un niveau supérieur et elles vont le rester. Mais ce n'est pas parce qu'elles se sont installées à un niveau supérieur que demain, elles vont encore s'installer à un niveau supérieur. Et ça, ce n'est pas notre point de vue. Donc, les chiffres que vous évoquez, 2,5, 4, évidemment, le chiffre après la virgule, à horizon, en fait 12 mois, voilà, vous comprenez que j'ai mis quelques doutes. Mais dans les ordres de grandeur, le fait que l'essentiel, le gros de l'inflation soit derrière nous, c'est normal parce que la thématique qui suit, c'est celle de la récession. C'est celle de la compression de la demande. Alors, et les prix et l'inflation, c'est quoi? C'est pas autre chose que le rapport entre l'offre et la demande. Car la demande ralentit, voire même se casse la gueule à certains endroits, et bien naturellement, imaginer qu'on puisse avoir en fait des tensions sur les prix, ça nous paraît assez excessif. Donc le risque pour 2023, c'est déporter sur la croissance mondiale. Clairement, c'est ce qu'on dit déjà depuis. Alors, on est un peu dans une espèce d'entre-deux. Et juste, il faut avoir en tête. Alors, c'est la problématique des marchés financiers. C'est-à-dire qu'on est obsessionnel. On a une thématique, on les sort, de manière un peu outrancière d'ailleurs. On va trop loin par rapport à ça. On exacerbe la manière dont sur les conséquences de celle-ci. Donc, c'était l'inflation. Et en fait, après, derrière, on veut une autre thématique. Et pour l'instant, il n'y en a pas encore, parce que la thématique de la récession, elle va venir. Et c'est logique. Il faut juste laisser le temps au temps. Il faut savoir que, traditionnellement, l'impact d'un changement ou d'un durcissement de politique monétaire, ça met, selon les estimations, entre 12 et 18 mois ou entre 18 et 24 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez en fait les changements, les durcissements de politique monétaire, ils ont eu lieu à partir de quand? À partir en fait de début 2022. Donc la réalité, c'est que 2023, c'est le moment à partir duquel on va constater l'impact concret sur l'économie réelle, sur le comportement de consommation et d'investissement des ménages et des entreprises. Donc, en 2023, l'impact en fait de ce durcissement des conditions de financement, du changement de cap des politiques monétaires, c'est qu'à partir des mois à venir qu'on va véritablement le constater, parce qu'en fait, le levier de transmission, le temps de diffusion de la politique monétaire à l'ensemble de l'économie réelle, c'est traditionnellement on va garder ces chiffres-là entre 12 et 18 mois. Ça nous amène à 2023. Et donc, c'est ça le vrai sujet. Le sujet, c'est pas une question, est-ce que nos taux directeurs vont passer de 4,5 à 5 ou 5,5? Honnêtement, tout le monde s'en fout. C'est pas vraiment ça le sujet. La vraie question maintenant qui suit, c'est est-ce qu'ils s'installent sur ces niveaux-là? Et s'ils s'installent sur ces niveaux-là, c'est 400 points de base de plus et ça va avoir un impact évidemment sur la capacité d'emprunt, notamment des ménages, c'est 4% de plus lorsque vous voulez acheter quelque chose. Il faut savoir quand même, en termes de capacité d'emprunt, 4% de taux d'intérêt en plus, ça vous prive à mensualité constante de 35% de votre capacité d'emprunt. C'est-à-dire concrètement, vous voulez acheter la même chose, vous allez voir votre banquier, vous lui dites « je peux avoir combien ?» On regarde en fait des mêmes montants, vous avez 35% de moins. Donc imaginez que ça n'a pas de conséquences sur l'économie réelle. Pour nous, est une vue d'esprit. Donc simplement, attention, on est dans une période d'entre-deux, où on ne voit pas encore complètement les effets de ce changement de cap inédit en termes, pas d'intensité, mais en termes de vitesse de la politique monétaire l'année dernière aux États-Unis. Alors, attention, l'Europe, ce n'est pas une île. Il faut le répéter, l'Europe n'est pas une île, elle ne vit pas en fait sur une autre planète. L'Europe a simplement du retard sur ce plan. Et donc, comme d'habitude, on est en retard de cycle, on est en retard en fait pour durcir la politique monétaire. On le fait un peu après les autres, mais on suivra à peu près le même chemin que les États-Unis. On est en retard de cycle, ça veut dire que sur les marchés financiers, il faut plutôt privilégier les valeurs cycliques, justement? Alors, pour le coup, c'est en période de récession, en période de ralentissement économique, traditionnellement, vous avez des mauvaises nouvelles sur le front de la microéconomie. La microéconomie, c'est quoi? C'est on est en pleine saison de publication de résultats, notamment aux États-Unis. C'est quand les entreprises vous disent, voilà, mon taux de marge, ma dynamique de chiffre d'affaires, ma dynamique de profitabilité et ce que je vois à l'avenir. En période de ralentissement, on va avoir des déceptions sur ce front. La plupart du temps, les secteurs et les valeurs en fait qui se tiennent le mieux dans ces marchés-là sont celles qui sont justement assez peu sensibles au cycle économique. Dont le chiffre d'affaires est assez peu sensible au comportement des ménages. En gros, ceux qui vont vendre des choses qu'on achète, qu'on soit en récession ou qu'on soit en forte croissance. Donc plutôt des secteurs qu'on va appeler défensifs. Donc non, pour nous, véritablement 2023, c'est l'année dans laquelle en fait on va avoir beaucoup plus de dispersion sectorielle que l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait pas de thématique, c'était la grande machine à laver, tout le monde en a pris. Alors les valeurs
techno bien plus que les autres, mais grosso modo, ça a été dur pour tout le monde, sauf pour l'énergie. Cette année, ça sera plutôt, selon nous, en fait, une année favorable au secteur défensif et peut-être dans une moindre mesure à une partie des valeurs de croissance qui se sont fait massacrer l'année dernière. Pourquoi ? Parce que les niveaux, dans une période de récession, les niveaux de taux devraient s'arrêter de monter, peut-être même en fait refluer un petit peu, et ça pourrait leur être favorable à partir du moment où elles sont assises sur un modèle économique qui est robuste. Donc c'est pas le cas, donc il faut quand même être assez sélectif sur ce marché-là. Donc on n'est pas très en fait cyclique friendly en ce moment, parce que ça ne veut pas dire tout de suite, mais dans une perspective en fait de court moyen terme où on va voir se matérialiser l'impact de la politique monétaire sur l'économie réelle. Je rappelle que c'est la thématique centrale de 2023. Ça devrait plutôt favoriser les secteurs défensifs qui apportent de la visibilité et qui sont moins sensibles au fait que les gens consomment un peu moins ou investissent un peu moins. Alors vous l'avez dit, hein, la thématique centrale, c'est les politiques monétaires. Vous nous avez également expliqué que les hausses de taux rognaient considérablement le pouvoir d'achat des ménages. Inévitablement, ça se répercute dans les chiffres d'affaires des entreprises. En 2022, en France, on a assisté à une envolée record du nombre de faillites elles ont pris plus de 50%. Est-ce qu'il faut s'attendre en 2023 à une poursuite de cette tendance ? Alors, quand même, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais est-ce que le mouvement peut-il perdurer ? Inévitablement, il va se poursuivre. Maintenant, je mettrai juste un bémol. Attention, en fait, à ce qu'il n'y ait pas de confusion qui soit faite entre finalement ce qu'on voit sur les marchés financiers, qui sont le CAC 40, c'est 40 entreprises. L'Eurostoxx, c'est 350 entreprises en Europe. Stock 600, c'est 600 entreprises. On est loin, en fait, des chiffres des entreprises qui font faillite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux mondes aujourd'hui. Il y a des très grosses entreprises qui ont une dimension internationale et en fait après derrière, en gros, la démographie entrepreneuriale extrêmement majoritaire de petites, moyennes boîtes beaucoup plus fragiles. Votre question, elle porte évidemment sur la deuxième partie, moins sur les très grosses boîtes que sur finalement le socle entrepreneurial de la plupart de nos pays et notamment en France. Évidemment, 2023, c'est l'année de l'économie réelle. C'est l'année en fait des plus fortes tensions. C'est-à-dire que ça va être extrêmement tendu. Pourquoi ? Parce qu'on est face à un effet ciseau où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tellement l'inflation qu'il faut encaisser pour ces entreprises, c'est le fait qu'elles payeront plus cher qu'avant, d'un point de vue structurel, leurs matières premières. Donc ça veut dire qu'elles ont des augmentations des coûts de production à un moment donné où il est probable que la solvabilité de leurs clients soit sous tension. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi des tensions via le chiffre d'affaires, via le haut. Donc la top line et la bottom line. Donc ce qui fait que vous avez un risque de compression des marges qui ne fait que s'exacerber en 2023. Donc clairement, dans un contexte où post-crise sanitaire, les passifs des entreprises ont beaucoup augmenté, leur niveau d'endettement a augmenté, naturellement, c'est chaud. C'est chaud et 2023, c'est vraiment, encore une fois, année de l'économie réelle. L'année 2022, c'est d'abord une année financière où les corrections sont d'abord d'ordre presque intellectuel, c'est-à-dire qu'on se dit est-ce qu'on ne paye pas trop cher les choses ? Mais il n'y a pas eu en fait de changement fondamental, que ce soit en termes de niveau de croissance ou en termes de microéconomie, pas fondamentalement. Hormis peut-être en Chine. Et donc la réalité, c'est que 2023, c'est là où véritablement il va falloir atterrir. Et sur le front des petites et moyennes entreprises, on va dire que les nuages sont bien sombres. Et donc, c'est les chiffres que vous évoquez là. Alors, les 50% de plus, c'est parce qu'on avait quand même des niveaux de faillite qui étaient... En gros, on avait presque interdit les faillites quand même dans notre pays, à travers les mécanismes de soutien qui ont été mis en place. Donc, il y a un effet de rattrapage. Mais là, pour le coup, 2023, ce n'est pas un effet de rattrapage. Le vrai sujet, c'est comment les entreprises vont supporter la compression des marges qui vient par le bas aujourd'hui et probablement cette année aussi par le haut. Donc, ça veut dire, qui dit compression des marges par le haut, surtout, ça veut dire... qu'on s'attaque et qu'on calcule la valeur ajoutée. Alors, on sait que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Du coup, on s'attend à une baisse du PIB. Oui, nous, on est sur des scénarios en fait, de récession. Après, attention, l'atterrissage, est-ce qu'elle sera légère ou est-ce qu'elle sera plus grave ? Ça dépendra véritablement derrière du pilotage de nos autorités. C'est là où il faut bien avoir en tête que la prévision, elle est à périmètre constant. Évidemment, face à la dégradation qu'on constate, si les politiques monétaires et les politiques budgétaires viennent s'organiser pour compenser en fait la faiblesse à un moment donné, eh bien là, on sera sur une récession légère. Si jamais, pour des raisons X ou Y, en fait, elles agissent moins vigoureusement, eh bien, elle sera plus sévère. Et donc, c'est l'ampleur en fait qui va vraiment être déterminée par la nature de la réaction des autorités. Les autorités, l'agent public, c'est quoi ? C'est deux leviers, le budget
une part, et évidemment la politique monétaire. Alors vous parlez de ce troisième agent économique, le pouvoir public. Aujourd'hui en France, on ne peut pas passer à côté de ce qui agite le monde politico-économico-financier, c'est la réforme des retraites, et notamment depuis que le président du Conseil d'orientation des retraites a dit que financièrement, cette réforme était inutile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Disons que mon cabinet a publié un rapport de 150 pages sur le sujet en 2016, donc c'est un sujet qu'on adore, mais qui est tellement caricatural aujourd'hui qu'il est difficile de se prononcer. On n'est ni pour ni contre en réalité. On a aujourd'hui, il faut avoir en tête que le vrai sujet, c'est pas celui des retraites, c'est celui en fait du maintien du pouvoir d'achat, du maintien du niveau de vie des seniors de demain. C'est ça en fait le vrai enjeu. C'est comment en fait la société s'organise pour maintenir le niveau de vie des seniors demain. Ces niveaux de vie-là, qui d'ores et déjà à travers les réformes des pensions de retraite par le passé, en fait, va se dégrader de manière assez importante. C'est-à-dire que le taux de remplacement pour les seniors à venir, ceux qui vont partir à la retraite, même s'il n'y a pas de nouvelle réforme, va beaucoup se dégrader par rapport au passé, 20-25%. C'est-à-dire que naturellement, les pensions de retraite par rapport au passé vont faire que les seniors de demain seront moins riches que les seniors d'aujourd'hui. C'est déjà acté. Est-ce que c'est suffisant ? On peut Non, mais de toute façon, même la réforme actuelle, en fait, elle n'équilibre pas, au regard de la transition démographique, elle n'équilibre pas le mécanisme. Le vrai sujet, c'est moins un sujet en fait de retraite, et c'est plus un sujet d'emploi, en réalité, tout ça. Et donc, la problématique aujourd'hui, c'est que tout ça est théorique. C'est-à-dire que l'équilibre des régimes de retraite, il arrive une année en 2031, avec une hypothèse de 4,5% de taux de chômage en France. C'est-à-dire que c'est pas crédible, en fait. 4,5%, on n'a jamais vu ça. Et on n'aura jamais 4,5% de chômage à horizon 2030 ou 2031. Donc, la vérité, c'est qu'en fait, une réforme des retraites, ça se fait après, en fait, une réforme du marché de l'emploi. C'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est comment on s'organise d'un point de vue sociétal pour donner des revenus, donc du travail, à tous les Français qui voudraient en fait en disposer. Donc en disposer de travail, je ne sais pas, mais en tout cas de revenus, c'est sûr. Et donc c'est ça en fait la réforme préalable qu'il faudrait faire, parce que si vous essayez en fait d'équilibrer l'équation à périmètre constant sans d'abord avoir réglé la problématique du taux d'emploi en France, c'est mort. Il n'y en a aucune qui sera suffisante. Et donc le risque, même le risque politique, c'est que vous savez qu'une population a une certaine capacité à supporter les réformes. Elle a une capacité avérée lorsqu'une réforme vous amène en fait à avoir la conviction forte que le nouveau modèle issu de la réforme est stable dans le temps et vous offre 15 ans. Vous voyez, c'est ça le vrai sujet. Mais si chaque réforme, la conviction des gens est que chaque réforme sera suivie d'une nouvelle réforme dans un horizon de moyen terme, eh bien vous avez des populations en fait dont la capacité à supporter ces réformes s'érode progressivement. Et du coup, ça génère en fait un risque politique. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on prend le sujet probablement à l'envers. On le prend par la fin au lieu de le prendre par le début. La retraite, je rappelle d'ailleurs, mot qu'il faudrait sûrement supprimer. Retraite, c'est comme si en fait les gens qui liquidaient leur droit à la retraite, c'était Zarathustra qui remontait au sommet de sa montagne pour voir en fait la société de loin. Ça n'a pas de sens. Et cette vision caricaturale du monde où on est actif ou inactif, probablement, c'est peut-être un des cœurs du sujet, un des cœurs du problème, parce que d'entrée de jeu, on oppose en fait les corporations. Le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, c'est un sujet de niveau de vie, un sujet de revenus. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, les seniors de demain, nous serons en capacité de leur donner des revenus suffisants pour maintenir leur niveau de vie? Si nous ne travaillons pas sur une réforme profonde du marché de l'emploi et notre capacité à donner un emploi à tous ceux qui en ont besoin parce qu'ils ont besoin de revenus, soit seuls, soit en complément de leur pension de retraite, là, pour le coup, il y aura des vrais risques sociaux. D'accord. Et c'est plus des risques de précarité. Okay. Donc, vous avez compris que c'est un sujet trop complexe. Oui, exactement. Et moi, j'ai envie de vous poser 10 questions, 100 questions, mais on arrive à la fin de votre intervention, Pierre. Je suis désolé, mais effectivement, on vous retrouvera vite parce que c'est passionnant. Tout ce que vous nous expliquez, vous l'expliquez à merveille. Merci beaucoup, Pierre. Pierre Sabatier, économiste, prévisionniste et président du cabinet économique et financier PrimeView. Très bonne journée, Pierre. À très bientôt.